Bonjour et bienvenue dans Sagesse bouddhiste. Quelle perception avons-nous de la réalité? Et ce que nous croyons être réel n'est-il pas en fait produit et déformé par nos sens et par nos interprétations? Comment finalement apprendre à voir vraiment la réalité? Ce sera le thème de notre émission aujourd'hui. Tous les problèmes et les soucis qui nous incombent, toutes les violences et les erreurs que nous commettons ne sont sans doute dues qu'à une seule chose, notre façon de percevoir la réalité. Avec notre invité Gérard Pillet, nous allons voir pourquoi notre réalité n'est pas la réalité et comment la pratique de Zazen, la méditation silencieuse, nous permet d'aller vers l'intérieur de nous-mêmes à la rencontre de ce qui est vraiment. Gérard Pillet, bonjour. Bonjour. Vous êtes moine zen de la tradition Soto. Vous avez été ordonné il y a quelques 40 ans par votre maître Taizen Deshimaru. Oui. Vous enseignez le Dharma, principalement au dojo d'Annonay que vous dirigez, c'est en Ardèche. Oui. Et également lors de Sesshin que vous organisez en France et aussi en Europe. Oui. Et puis vous avez écrit un certain nombre d'ouvrages sur la pratique du zen. Merci de répondre à nos questions aujourd'hui. Merci. Alors tout d'abord, nous allons essayer de comprendre pourquoi notre réalité n'est pas la réalité. Comment entrevoir qu'il y a deux réalités, celle que nous croyons être et puis celle qui est? C'est l'épisode de Le Mondo, c'est-à-dire une sorte d'échange entre maître et disciple qui nous donne un très bon éclairage sur cette question. C'est ce Mondo de la bannière qui flotte au vent. Et le maître demande « Qu'est-ce qui bouge ?» L'un des disciples répond « C'est le drapeau ». Le maître dit « Non ». L'autre disciple dit « Si ce n'est pas le drapeau, c'est le vent ». Et le maître dit « Non, ni l'un ni l'autre, c'est votre esprit qui bouge ». Et ça, c'est le point de départ de la réflexion sur le réel et l'irréel. Pourquoi ? Eh bien parce que d'abord, en premier lieu, les événements qui constituent notre vie et les situations dans lesquelles ils se déroulent sont toujours les événements tels que nous les recevons, c'est-à-dire tels qu'ils se présentent sous des formes de conscience, les formes de conscience qu'ils provoquent chez nous. En d'autres termes, ce que nous appelons d'ordinaire la réalité, c'est avant tout les formes de conscience qui sont perçues, qui sont induites par nous, par ce que nous voyons, ce que nous entendons, ce que nous constatons. L'autre conséquence de tout ça, c'est que la réalité, ce n'est pas comme on le croit d'ordinaire, les choses en tant que telles, mais la manière dont on les reçoit. Et aussi, c'est le fait que c'est ce que nous croyons comme étant extérieur à nous se situe en fait à l'intérieur de nous, sous forme de modification de nos états de conscience. Alors quels sont les enseignements qu'on peut tirer de ce Mondo? Alors ça c'est le premier enseignement. Le deuxième enseignement que l'on peut tirer de ce Mondo, c'est que ce que nous appelons ordinairement la réalité, ce n'est pas vraiment la réalité, c'est notre réalité, c'est-à-dire la manière dont on reçoit les choses, ou les événements, ou les circonstances, ou les réactions des autres, à travers nos désirs, nos peurs, notre optimisme, notre pessimisme, notre passé, notre karma, etc. etc. Le plus souvent, les hommes n'ont pas conscience de cela et croient vraiment qu'ils sont dans une appréhension fidèle de la réalité.
Et ils en sont tellement convaincus qu'ils sont capables de chercher à l'imposer aux autres. Ils s'obstinent à penser qu'ils sont dans le vrai, c'est ça. Y compris par la violence ou par la force. On aurait des exemples nombreux à faire valoir à ce propos. Donc, si l'on veut s'approcher d'une vision un peu plus juste du réel, il faut déjà tourner son regard vers l'intérieur pour mettre en lumière ces ces contenus intérieurs qui se projettent sur la réalité et qui lui donnent une coloration subjective. L'autre enseignement qu'on peut encore tirer, c'est qu'effectivement, tout ce que l'on peut ressentir, nos colères, nos dépits, ne viennent pas de l'extérieur, comme on croit, mais viennent de l'intérieur. Oui, exact. Ça, c'est encore un enseignement qu'on peut tirer de ce monde, c'est que ce ne sont pas les autres qui sont responsables de nos colères, de nos dépits et de nos différents états émotionnels, mais nous-mêmes, en ce sens que c'est la présence en nous de certains contenus psychiques qui fait que face à ce type de situation, nous réagissons par la colère, par la tristesse, par le dépit, etc., etc. Si ces contenus psychiques n'étaient pas présents en nous, nous ne réagirions pas face à ces événements de la même façon. Et la meilleure preuve de cela, c'est que des personnes face au même type de comportement d'une autre personne n'auront pas les mêmes types de réactions. Pour certains, les propos ou le comportement de la dite personne les laissera de marbre, et pour telle autre personne, ça la fera sortir de ses gonds. Absolument. Alors, pour arriver à voir la réalité, la pratique de Zazen peut mettre sur la voie. On va... Oui, c'est... Maître Deshimaru disait, Zazen, c'est comme quand vous enlevez la paire de lunettes au verre coloré que vous avez sur le nez. Et en effet, Zazen nous permet dans un premier temps de prendre conscience que nous avons cette paire de lunettes colorées, laquelle nous fait dire le monde est jaune, et à une autre personne le monde est bleu, à une autre personne le monde est noir. Et deuxième point, c'est que Zazen nous permet de les enlever, ces verres de lunettes colorées. Et nous apprend petit à petit à voir les choses en nous accordant davantage au réel. Alors il y a un épisode de la vie du Bouddha qui illustre l'enseignement du Mondo que vous venez d'expliciter. Est-ce que vous pouvez nous le rappeler ? Oui, alors c'est cet épisode où le Bouddha demande l'aumône de nourriture à un maître de maison. Et ce maître de maison lui répond en lui lançant des injures de toutes sortes. Le Bouddha reste très calme, très équanime. Et quand les injures, le débit d'injures est terminé, il demande à la personne qui les lui a lancées, si tu m'offres un plat de nourriture et que je le refuse et que je ne le prends pas, qu'est-ce que tu fais du plat ? Je le garde pour moi, dit l'homme. Eh bien, dit le Bouddha, ce plat d'injures que tu m'as présenté, je ne le prends pas. Elle te revient. Ou, si on parle du plat, il. Et ça, c'est... Qu'est-ce que ça illustre, précisément ? C'est très intéressant parce que ça illustre d'abord le fait que si, face à des injures que l'on reçoit, on a pris l'habitude d'y répondre par des injures,
si face aux agressions que l'on peut recevoir, on a pris l'habitude de réagir de la même façon, c'est constitué en nous justement cette habitude, et cette habitude, elle constitue comme une sorte de karma qui nous pousse à réagir toujours de la même façon. Si on arrive à se mettre à l'écart de cette habitude, à ce moment-là, on ne sera plus dans la réaction, mais dans une réponse juste à la situation. C'est ce qui se passe dans cet épisode du Bouddha. Monsieur Tout-le-Monde réagirait sans doute par un retour de l'agressivité ou un retour de la violence. Ce n'est pas le cas du Bouddha parce qu'il ne prend pas les injures. C'est-à-dire qu'il n'y a rien en lui qui le pousse à les prendre. Et de ce fait, sa réponse est très juste, parce que sa réponse, d'une part, montre à son agresseur que le karma de ses offenses lui revient, et aussi, sa réponse met cet agresseur sur le chemin pour qu'il sorte de comportements de ce type-là. Alors, comment se déconditionner de ces habitudes, justement? Alors, bien sûr, le Bouddha, il ne prend pas les injures. Mais dans la pratique de Zazen, c'est exactement ce qu'on fait. On ne prend rien. Des pensées se manifestent, on ne les prend pas. Des émotions se manifestent, on ne les prend pas. Des sensations se manifestent, on ne les prend pas. C'est-à-dire, on ne les prend pas, je veux dire, on ne s'en saisit pas et on ne les refuse pas non plus. Et justement parce qu'on ne prend rien, s'ouvre à nous un espace de conscience beaucoup plus vaste que celui auquel on est habitué. Et c'est cet espace de conscience beaucoup plus vaste qui nous donne l'ouverture et l'équanimité qui nous permettent d'avoir une réponse beaucoup plus juste aux situations et qui nous permettent de ne pas être dans la réaction automatique. Mais alors, en quoi, et ce sera le mot de la fin, est-ce que ça peut aider autrui que je pratique Zazen? Oui, déjà, Maître Dogen le dit, Zazen aide tout le cosmos, parce que Zazen met chaque être dans son centre, et le fait d'être dans son centre, ça crée une atmosphère qui est propice, non seulement pour celui qui pratique, mais pour tout l'entourage. Et aussi parce que la pratique de Zazen modifie le relationnel que l'on peut avoir avec les autres. Merci Gérard Pillet d'avoir répondu à nos questions. Merci à vous. Pour prolonger l'émission, voici à présent quelques indications de lecture. Tout d'abord, Regard sur le Dharma de notre invité Gérard Pillet aux éditions Kanjizai. Sous forme de courts articles, ce livre propose des pistes de réflexion sur les thèmes chers au Dharma et notamment sur la façon dont nous pouvons trouver en nous la réalité de ce qui est. Sagesse du cœur, également de notre invité Gérard Pillet chez Kanjizai. Comment vivre ses émotions et ses sentiments et comment savoir les gérer. Le livre montre que si l'éducation du cœur est inexistante dans notre société, elle peut s'apprendre grâce aux enseignements du bouddhisme. Et puis, Réfléchir sur le cœur des choses, édition Le Relier, un ouvrage comme un questionnaire écrit à 4 mains par Patrick Mandala, interrogeant 3 penseurs engagés dans la vie spirituelle, que sont Jean-Yves Leloup, Gilles Farcet et Jacques Vigne. Voilà, c'est la fin de notre émission. Vous pouvez la revoir toute la semaine sur le site internet de France 2 en consultant pleuse.fr. Merci de nous avoir suivis. Nous vous souhaitons un très bon dimanche et vous donnons rendez-vous la semaine prochaine. Merci.